en route pour la Russie 2018. Bienvenue mesdames, messieurs sur Gabon 24. Soyez bien installés parce que l'on va faire un autre débrief de ce Gabon-Maroc qui n'était pas du tout alléchant mais qui était tout aussi sublime parce que c'était quand même une grande affiche. Après l'avoir débriefé avec François Mégas, on revient avec deux spécimens qui vont décortiquer ce match-là. Deux spécimens qui ont été à la fois joueurs de l'équipe nationale mais aussi et surtout encadreurs. On a monsieur Bourneau. Soyez les bienvenus et puis bonsoir quand même parce qu'il faut que je vous salue parce que vous êtes un grand monsieur. Le seul, mesdames, messieurs, qui a permis au Gabon d'avoir un titre continental, c'était avec les moins de 23 ans. Merci, effectivement. Ouais. Vous êtes très bien habillés. En plus, on a notre ami Parfait Ndong. On se souvient, son dernier match était en 1998. Cette année-là, les Panthères où Azingo National avait effleuré la qualif pour la France 98, mon cher Parfait. Oui, bonsoir. Ouais, des justesses. Et bon, ça reste des bons moments, hein, c'est le passé. Avec vous, on va revenir bien entendu sur ce qu'a été le match épisodique entre guillemets, à Franceville entre les Panthères du Gabon et le Maroc. Résultat 0 but partout. On reviendra aussi et surtout sur la rencontre, l'autre rencontre du groupe C entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On parlera aussi de cet alléchant Algérie-Côte d'Ivoire. C'était un beau match. On aura les résumés de match. Mais d'abord, messieurs, parlons-en de ce match Gabon-Maroc. On a d'abord le résumé, on va le voir. Si vous n'étiez pas devant la télé, voici le résumé en exclusivité avec un commentaire qui n'est pas du tout le nôtre. C'est parti, le coup d'envoi donné par les Marocains avec un premier ballon dans la défense avec Amrabat. Il va l'avoir ce ballon. Tanan qui travaille, qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe. Premier poteau, c'est pas cadré. Achraf Lazar, le centre vers El Arabi de la tête. Boussoufa, oui tout de suite, qui peut lancer Youssef En-Nesyri dans la surface, ça frappe. Oh, ça finit dans le petit filet de Didier Ovono. Ouais, c'est bien frappé. Premier poteau, il y avait Dacosta qui s'était jeté. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match du point de vue du fond, mais aussi et surtout de la forme? Parce que cette équipe-là n'a pas du tout montré ce qu'elle aurait dû montrer au public, notamment à Franceville. Oui, bon, c'est vrai que nous avons vu deux équipes avec beaucoup d'ambition, d'une part, étant entendu que l'objectif final c'est la Russie, mais le jeu produit par les deux équipes n'a pas été celui-là escompté et étant attendu surtout par le public gabonais. Certainement, l'enjeu étant de taille, nous nous souvenons aussi que les derniers résultats de l'équipe nationale n'ont pas mis véritablement en confiance les acteurs. Donc, du coup, je pense qu'ils n'ont pas donné le maximum d'eux-mêmes. Ils ont dû jouer certainement avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de recul parce que c'était quand même un morceau en face d'eux, c'est-à-dire le Maroc. Parole d'un entraîneur parfait. Les Anglais disent dans ce genre de match, it is a boring game. Est-ce que c'était un match ennuyeux et ennuyant à la fois? Oui, vu comment il était parti, parce qu'on ne l'a pas bien entamé non plus. Hein, donc, il était très difficile après de rentrer dans le match. Et surtout que, comme le coach l'a dit tout à l'heure, il y avait un petit doute. Moi, je pense qu'il s'est installé aussi à un moment donné. Donc, ça a mené le match à être... il était quand même un peu ennuyeux. Ouais. Mais des autres matchs, parce que j'ai quand même suivi quelques matchs en même temps. Donc, voilà, on a pu faire avec. Parole d'entraîneur, parleur d'ancien international, Georges Costa et son ami Hervé Renard se sont confiés une conférence de presse après la rencontre. Voilà le contenu de ce qu'ils ont obtenu du match. La première étape, le Maroc il a fait un très bel match. On avait quelques erreurs d'organisation. On a rectifié ça sur le mi-temps. Le deuxième mi-temps, on a fait un bel match. Je ne connais pas, mais quelqu'un m'a dit qu'on fait même un bout de Pierrot, que le ballon c'était dedans. C'était pas un match avec beaucoup d'opportunités, mais c'est ça. L'organisation du Maroc c'était super. On connaissait ses grandes forces. Un jeu très rapide dans la profondeur avec deux attaquants qui vont très vite dans la profondeur. Pierre-Emerick Aubameyang et puis Evuna. Donc on a réussi à contrer ça, puisqu'on n'a jamais été en difficulté dans notre dos. La seule fois où on a été en difficulté, je le redis, c'est quand Lemina a réussi à transpercer le milieu de terrain, mais c'est arrivé une fois dans le match. Et contre une équipe avec autant de joueurs de qualité, croyez-moi que c'est pas facile à mettre en place. J'ai entendu le public pendant de longues minutes manifester son mécontentement parce que l'équipe n'arrivait pas à jouer.
Hervé Renard, mon cher coach, vous, entraîneur, pensez-vous que Renard a gagné un duel dans ce qui était prévu comme guerre tactique? Bon, je crois que gagner le duel, non, mais je pense qu'il a usé d'intelligence, de sagesse aussi. C'est vrai que nous avons des joueurs qui sont très rapides et dès que le milieu de terrain n'arrive pas à transmettre le ballon, ce qui est sûr et certain, c'est que nos attaquants ne pourront pas jouer. Et cela aussi, on aurait certainement peut-être utiliser la tactique ou se laisser dominer pour rechercher un peu de l'espace en profondeur pour que Pierre-Emerick et Malik puissent exploiter un peu ces espaces-là. Bon, mais qu'est-ce que je pense qu'on aurait fait mieux, mais n'en demeure pas. On n'a pas pris le but. Je crois que bon, ça nous permet de continuer dans la compétition. Hervé Renard a-t-il été plus intelligent tactiquement, notamment avec son 4-4-2 de départ comme nous, qui s'est transformé finalement en un 4-3-3? Ouais, bon, mais je pense que c'est ce qu'il est aussi venu chercher, hein, parce qu'il n'a pas vraiment cherché à changer non plus. Il a même terminé avec 5 défenseurs. Voilà, il n'a pas cherché à changer le cours du match non plus. Mais moi, ce qui me surprenait un peu, c'est parce que bon, on avait quand même sur le terrain les meilleures individualités par rapport au Maroc et que bon, on n'arrivait pas à se... Je me pose quel est le problème, parce qu'à domicile, on a beaucoup de mal, mais à l'extérieur, ça va beaucoup mieux. Alors, il n'y a que des gars qui sont dans le groupe, qui savent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'on ne reconnaît pas certains joueurs par rapport à un club. Pour vous, on est moins à l'aise à domicile, pourtant, ça fait pas mal d'années qu'on ne perd plus à domicile. Bon, mais il y a aussi le problème, c'est le public. On a ce problème avec le public. Moi, je l'ai vu le dimanche, le samedi, il y a une semaine en arrière, avec les U17. Le stade était plein, mais les gens ils vont au stade. Tu te demandes pourquoi aussi, parce qu'à un moment donné, on a besoin de ce 12e-là. Donc, il faut qu'on se bouge aussi un peu. C'est bien beau de crier sur les joueurs, sur l'entraîneur, mais chacun doit d'abord aussi faire son boulot. Alors, on se contente du match nul. Et moi, je dis qu'il n'est pas mauvais non plus. Coach Hervé, votre avis, le public est trop spectateur pour vos équipes, vous qui avez été à la tête des Panthères et même des moins de 23 là? Bon, ben, je crois que spectateur, oui, mais en fait, le public est à la recherche du jeu et à la recherche en fait de l'identité de la sélection nationale. À votre avis, c'est quoi l'identité de l'équipe nationale du Gabon? Tout le monde parle de cette identité-là, mais c'est quoi notre identité? Bon, l'identité, c'est un peu le style de jeu de l'équipe. Et ce style de jeu, en fait, reflète sur l'organisation collective d'une équipe. Et en fait, cette organisation collective, on ne la revoit plus, on ne la ressent plus. Mais j'ai aperçu quelques éléments samedi. Et ça créait un déclic un peu en moi lorsque j'observais. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, les lignes entre elles étaient un peu trop éloignées. Ce qui fait que notre football, le Gabon, celui qui a fait de nous, entre guillemets, lorsque Michel Platini disait que c'est le Brésil de l'Afrique, c'était le jeu à 2 touches de balle et le jeu court. Bien sûr. Bien. Et avec des déplacements, des multiples appels de balles à gauche et à droite, bon, dont nous voyons que raffolait par exemple Zhengema, on voit Nzamba, on voit Valérie Ondo. Et coach, je suis bien d'accord, mais aujourd'hui avec la qualité de joueurs que nous avons, avec 2 fléchettes comme on a, Evuna et Aubameyang devant, est-ce que le style de contre correspond parfaitement? Est-ce que le 4-4-2 est adaptable? On va voir une séquence tout à l'heure d'ailleurs qui peut démontrer que le 4-4-2 est efficace lorsqu'on a le ballon. Oui, ben écoutez, quand on parle de 4-4-2, là c'est le dispositif. L'animation est tout autre chose. Et ce que nous sommes en train de voir là, nous voyons de l'animation du jeu. Donc que ce soit en 4-4-2, que ce soit en 3-5-2, c'est l'animation qui en va. Je prends par exemple le Maroc, lorsque nous avons vu le Maroc a opéré, je crois, 2 actions comme ça, mais qui ont été dangereuses contre nous. Et je crois certainement que par rapport à ça, ne nous focalisons pas sur le dispositif, mais focalisons-nous sur le rendement individuel, le rendement des lignes et le rendement collectif du groupe. Et à mon avis, je pense que le groupe peut apporter
au maximum. Et là, nous n'avons que 20 à 30% de nos capacités. Justement, parlons-en de 30%, peut-être à la 68e minute, cela ne vous est pas échappé. On a eu la meilleure action du match. On va d'abord regarder la séquence, elle est extraordinaire. C'est peut-être ça qu'on aurait dû faire pendant tout le match, mais on a été contré par les Marocains pendant toute la période. Et Kouélé. Ovono. Ils sortent bien, presque trop facilement là les Gabonais avec Lemina. Avec Mario Lemina qui est passé, qui poursuit son effort. Lemina vers Pierre-Emerick Aubameyang. Attention avec Malik qui a récupéré ce ballon, qui a hésité à frapper, qui rentre dans la surface maintenant. Malik, le centre au deuxième poteau. Pierre-Emerick Aubameyang, le sauvetage de Mounir exceptionnel de la part du gardien marocain. Pierre-Emerick Aubameyang, il l'avait cadré cette tête. Oh superbe, superbe ce sauvetage de Mounir. Est-ce que parfait, c'est ça qu'on aurait dû faire pendant tout le match? Même si on a entendu le discours d'Hervé Renard qui disait qu'ils avaient anticipé cela. Ouais, là, moi, je reviens un peu sur ce que le coach disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment aussi, il doit avoir un peu, comment on appelle, un certain état d'esprit que le joueur doit amener. Parce que le dispositif, il est bien beau, il est là. On a les joueurs qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Mais il y a aussi le joueur en lui-même qui doit prendre ses responsabilités. À un moment donné, bon, le coach à côté, au banc de touche, te dit une chose, mais sur le terrain, c'est quand même toi qui es. Donc, c'est à toi de décanter aussi certaines situations. Ça me rappelle au Bénin. Au Bénin, on est mené, le match il va à la fin, je n'ai plus besoin d'être latéral. Je monte devant, je prends mes responsabilités parce que l'on perd, qui a match nul. Là, on joue à domicile. Alors, moi, j'avais l'impression qu'on était un peu sur réserve, chacun, puis c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai besoin de voir un autre état d'esprit. On était sur la réserve. Pierre-Emerick Aubameyang, on va la retrouver à l'aéroport juste avant de prendre son vol. Et bien entendu, Axel Meillet était accompagné de lui juste après de prendre leur vol. Voilà leur analyse du match, plutôt sereine et plutôt confiant pour la suite. On est un petit peu déçus par rapport au résultat. Mais après, je pense que voilà, il faut se dire qu'on a bien défendu sur ce match. Je pense que si on continue à bien défendre comme ça, mais que derrière on réussisse à se créer des occasions et à bien finir les actions, ça peut faire mal. Donc c'est sûr, j'étais venu ici dans l'idée de gagner ce match forcément à domicile. Mais je suis sûr qu'on reprendra ces points-là qu'on a perdus, on les reprendra là-bas au Maroc parce qu'ils seront dans l'obligation de faire un résultat chez eux. Peut-être qu'ils nous laisseront plus d'espace et donc plus d'opportunités pour nous, les attaquants, d'avoir des occasions. Un sentiment mitigé parce qu'on était venu pour prendre on est venu pour prendre 3 points. Quand je dis venu, c'est parce que nous on a quitté nos clubs pour venir prendre 3 points ici chez nous. Nous savons que nous sommes dans une poule de la mort, si on peut le dire comme ça. Et on a regardé le retard de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, les 1 point, c'est pas mauvais parce que pendant la Coupe d'Afrique, on était dans le même groupe que la Côte d'Ivoire et on a plutôt fait jeu égal, même si nous avons gagné 2-1. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce groupe. Quand on sort d'un match comme ça où on a le sentiment, un sentiment d'inachevé, un sentiment où on aurait pu faire mieux, est-ce qu'à votre avis, la responsabilité est partagée entre l'entraîneur et le joueur? Et à ce moment, à votre avis, vos joueurs à l'époque, ils se sentaient comment? Puis à tous les coups, les responsabilités sont partagées. D'une part, l'entraîneur, après un match comme celui-là, c'est d'abord de pouvoir apporter le réconfort au niveau des joueurs. Les joueurs eux-mêmes, c'est de se remettre en question, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce que je pourrais éventuellement apporter qui pourrait contribuer à amener une victoire à l'équipe nationale. Et je pense que le joueur, comme le disait Parfait, a une part de responsabilité sur l'aire de jeu. C'est vrai qu'il y a des consignes qui sont données au départ, mais sur le terrain, il y a des problèmes qui sont posés par l'équipe adverse. Et il est important, et à cet instant même, que le joueur prenne ses responsabilités et puisse s'engager pour résoudre les problèmes qui lui sont posés sur le terrain. Et espérer, lors par exemple d'un temps mort, se rapprocher du coach pour soumettre le problème et ensemble trouver une solution qui pourrait éventuellement apporter l'équilibre nécessaire. Parlons-en justement de soumettre au coach ce qui pourrait marcher. Bamiyang nous a dit dans cette séquence, vous allez voir, qu'on aurait dû avoir un numéro 10. Qu'à ce moment-là, il n'aurait pas pu dire à l'entraîneur, il nous faut un numéro 10 ou peut-être changeons de chemin tactique. Bon, mais je crois que c'est... Vous, ça vous est arrivé ou pas qu'un joueur vous le dise? Non, je ne pense pas. Je crois que à ce niveau de compétition, il y a une complémentarité et il y a quand même
des vérités qui peuvent se dire. L'objectif final, c'est que l'équipe gagne et que les 3 points puissent être empochés par l'ensemble du groupe. Et au sortir de là, bon, c'est avant qu'il faut pouvoir se poser cette question, pas après le match. D'accord. Écoutons donc la séquence de Aubameyang qui dit on aurait dû avoir un numéro 10 peut-être pour avoir un jeu beaucoup plus fluide. Le Maroc a fait un bon match dans le sens où je pense qu'ils nous ont bien observés. Et dans ce match-là, en tout cas à mon humble avis, il nous a manqué un numéro 10 sûrement. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'espace entre les milieux justement et nous les attaquants. C'est ce qu'on n'a pas su faire en première mi-temps. Ensuite en deuxième période c'était un petit peu mieux, mais on peut encore mieux faire. Et comme j'ai dit, manquait peut-être sûrement un numéro 10 qui gêne un peu la préparation des attaques du Maroc. Parfait, vous à l'époque, quand vous sentiez qu'il y avait une sorte de déséquilibre ou un maillon qui manquait dans la chaîne et ce maillon se trouvait peut-être sur le banc, étiez-vous peut-être tenté d'aller dire à l'entraîneur, est-ce qu'on peut changer de tactique? Et qu'à ce moment-là, vous vous disiez, coach, ça ne marche pas, il faut qu'on change quelque chose? Bon, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir Claude comme entraîneur, mais en général j'ai toujours assumé. Donc j'avais même pas besoin, surtout à un moment donné, quand j'étais aussi passé dans le rang des leaders. Mais en général, on avait toujours les bons leaders. À l'époque, on avait des garçons comme Agué Kizo, François Mégas, Kassangoma en milieu, Valérie ou bien Pierre. Mais là, Émeric, bon, bah, ouais, il est encore jeune, mais comme le coach vient de le dire, c'est facile de le dire après le match. Mais sur le terrain, il faut assumer tout de suite. Et puis après, voilà, on a tenté, mais rester sans tenter et puis regretter après le match, je crois que c'est trop limite. Des regrets, les Panthères en auront, surtout que la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Mali par 3-1. Un match spectaculaire et surtout plein d'émotions. Regardez le résumé. Et voilà, la campagne pour la qualification en Russie en 2018, disputer une Coupe du Monde, le rêve de tout joueur. Eh bien c'est parti, il va falloir commencer par ce match-là pour les deux nations. Ils sont battus, les éléphants. Sambouya Tabaré en profondeur qui passe son ballon juste au-dessus de... Là, Franck Caissier chercher en profondeur, ça arrive jusqu'à Jonathan Kodjia qui égalise. Quelle frappe de Jonathan Kodjia! Oh là là! Une frappe soudaine, sans élan. Oh, et qui centre. Oh, quel but contre son camp! Sur le centre de Serge Aurier. Et Gervinho lancé en profondeur à l'entrée de la surface. Gervinho qui tente la volée du gauche. Elle est magnifique! En première intention. Il la croise, il trouve le petit filet opposé. Et 3-1 après 33 minutes de jeu pour la Côte d'Ivoire. Quel match, quelle première demi-heure! Coup franc joué rapidement avec l'appel là de Gervinho côté gauche. Gervinho qui tente sa chance, c'est repoussé. Et voilà, Monsieur Bondo siffle la fin de cette rencontre. Elle est pour Michel Dussouillet et ses hommes, la belle opération de cette première journée. Parfait. La Côte d'Ivoire fait-elle peur sur ce premier match contre le Mali? On a vu un très beau match, mais une Côte d'Ivoire surtout sereine. Oui, sereine. Et puis elle a vraiment une très bonne équipe. Bon, avec, voilà, par contre, chez eux, il y a pas mal de leaders. Donc c'est un peu peut-être ça. Bon, ouais, ils font peur parce qu'en face aussi, ils avaient quand même le Mali. Hein, c'est pas un petit morceau. Alors ils s'en sortent bien, mais c'est pas pour autant que nous devons avoir peur. Coach, est-ce que la Côte d'Ivoire, à votre avis, a envoyé un message clair à toutes les autres équipes du groupe et surtout à tout le continent pour dire que nous sommes toujours là et nous sommes champions d'Afrique? Oui, il y a un message clair. Le message, pour moi, il se situe au niveau de l'intensité du jeu. Lorsque nous comparons un peu l'intensité de ce match et l'intensité de notre match, il y a déjà une grande différence. Lorsque vous analysez les duels avec Côte d'Ivoire-Mali sont plus constants que Gabon-Maroc. Donc il y a déjà une différence. Et cette différence, elle est importante au football de haut niveau. Donc c'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons contrer, d'une part, cette équipe de Côte d'Ivoire, et de pouvoir veiller au bon grain du Mali qui est blessé. Et donc il faut faire très attention. Et ça se fera le 7 novembre prochain. Mais entre autres matchs extraordinaires, c'est dans la poule B. Il y avait le Maroc contre l'Algérie. Le résumé des 2 buts qu'il y a eu. Mais ô combien important ce but, notamment celui du Cameroun. Pardon. C'est dans l'enfer de Blida, où l'Algérie n'a jamais perdu en 9 ans, que les Fennecs commencent leur campagne éliminatoire à la Coupe du Monde 2018. En Russie, Algérie
Cameroun. Attention pour les Fennecs, les Lions indomptables n'ont jamais été battus. Algérie en 4-4-2, 4-2-3-1 en situation offensive. L'Algérie en deuxième poteau. Il y est. Éternel travailleur pour gêner la relance adverse. Edgar Sali. Edgar Sali encore, il y a un 3 contre 2 à jouer. Le contrôle de Karl Toko Ekambi, c'est une remise en une touche de balle. La reprise et l'égalisation, elle est méritée. Elle est plus que méritée, cette égalisation de Benjamin Moukanjo. Le Cameroun était revenu dans cette partie après moins d'une demi-heure. Espace de Rachid Ghezal, Karl Toko Ekambi. Vincent Aboubakar face à Zéphane. Aboubakar, le retour de Rachid Ghezal. La frappe bien arrêtée. Ouais. Pareil, Semboli, ce ballon est passé entre des jambes. Il s'est couché, il est allé rapidement au sol. Taider, Guedioura, la frappe. Oh, la mine d'Adlen Guedioura. On vous avait dit qu'il avait une patate à la place du pied. Fegouli, mettre ce ballon dans la surface. Zéphane s'appliquer, le centre de Mehdi Zéphane, la tête. Elle est défensive, elle était signée Nkoulou. Et c'est terminé. L'Algérie n'y arrivera pas, un partout pour commencer. Les Camerounais viennent chercher un très bon point ici à Blida. L'Algérie n'a jamais perdu. Quel match, mon cher, parfait. Est-ce que le Cameroun, à ce moment-là, vous vous dites qu'il a montré une belle preuve de solidarité, mais surtout une belle preuve de caractère? Oui, surtout pour un moment, depuis un moment, on n'avait plus vu le Cameroun comme ça. Hein. Il y a quand même un moment, j'ai vu une équipe du Cameroun aussi décider comme ça. Alors bon, ben, c'est aussi les débuts. Il y a ceux qui sont bien rentrés, il y a ceux qui sont mal rentrés comme nous. Et puis bon, on a le temps de se rattraper, quoi, non? Coach, cette Algérie-là, est-ce qu'elle a fait aussi un faux départ que le nôtre? Parce que l'Algérie nous ressemble un tout petit peu, même s'ils ont de meilleurs joueurs, ils ont d'énormes qualités, mais ils n'arrivent pas à franchir les phases décisives. Oui, bon, faut comprendre que le public et pratiquement toute la population attendait une victoire de cette équipe d'Algérie. Et bon, elle n'est pas arrivée. C'est vrai qu'il peut y avoir une déception, mais je pense qu'ils ont la possibilité de rebondir et pourquoi pas d'engranger des victoires. Bon, lorsque nous regardons un peu cette rencontre et cette compétition, c'est vrai qu'on peut avoir un faux départ, mais on peut se rattraper. Et pourquoi pas, en se rattrapant, on peut être les premiers, on ne sait jamais. Bien entendu. Et donc, dans cette poule-là, la Zambie a perdu face au Nigeria avec 2 buts, un deuxième but du Nigeria d'un jeune qu'on appelle Ayenacho. Il faudra retenir son nom parce que c'est un gamin vraiment talentueux qui joue à Manchester City, très couvé par Joseph Guardiola. Le classement de ce groupe, donc c'est le Nigeria qui est en tête. Et donc on a le récapitulatif de tous les résultats avec un tableau d'ensemble des résultats qui est notamment favorable pour ceux qui ont joué à domicile en majorité, avec notamment la RD Congo qui a gagné 4-0 face à la Libye. La Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, a gagné 3-1 face au Mali dans le groupe C du Gabon. Le Sénégal s'est imposé face au Cap-Vert, le voisin Cap-Vert, 2-0. La Zambie s'est inclinée face au Nigeria. Et l'Égypte qui fera son grand retour à la CAN 2017 au Gabon notamment a battu le Congo. La Tunisie a gagné 2-0 et bien sûr ce nul, un but partout. Quel est le résultat, coach, qui vous a le plus impressionné dans ces éliminatoires-là, la première journée notamment? Je pense que c'est le match RDC contre, je crois, Libye, 4-0 et avec un Florent Ibenge à la tête, ça pose des problèmes des sélectionneurs nationaux. Bon, non, c'est pas un problème. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui peut être résolu en un clin d'œil. Vous êtes plutôt local, vous. Bon, écoutez, je crois que ce match a été fort impressionnant parce que lorsque nous regardons un peu les derniers résultats depuis le dernier CHAN, nous constatons qu'ils ont vraiment un collectif assez solide, un collectif assez impressionnant. Surtout au point de vue vivacité et maturité. Donc je pense que l'entraîneur a un groupe vraiment qu'il peut conditionner encore même davantage. Florent Ibenge, quel est vous, mon cher parfait, le match qui vous a le plus impressionné? Burkina Faso, Afrique du Sud. Ah oui, quel suspense ce match-là. Égalisation à la dernière minute. C'était magique. Ouais. Vous avez aimé? Pour moi, j'ai aimé, ouais. Et puis il y avait de l'intensité aussi, c'est surtout, j'adore les contacts. Vous avez un souvenir d'un match de Coupe du Monde que vous avez joué avec autant d'intensité peut-être, d'éliminatoire notamment? Oui, là où on passe à côté de la Coupe du Monde en France contre le Sénégal à Dakar. D'accord. Avec les Bokandé, les Sané à l'époque.
Oui, les matchs comme ça, j'aimais bien parce que voilà, c'était pour montrer le visage du petit Gabonais. C'était un Zingo national à l'époque. Et donc, classement par groupe. Alors, le récapitulatif de tout ce qu'il y avait comme classement, le classement notamment avec dans notre poule C, vous l'avez vu, messieurs, c'est à nous de soi peut-être. Le Gabon qui est deuxième et troisième en même temps. Donc, dans la poule A, c'est la Tunisie qui est en tête avec ses 2 points. Avec 3 points, pardon, il y a eu un petit bug. Et on a la Zambie dans la poule B qui est en tête parce qu'on le rappelle encore une fois, seul le premier sera qualifié. On a un petit souci avec notre tableau. Le Maroc, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal qui est en tête de son groupe. Et bien entendu, on a de l'autre côté le Congo qui est en tête du groupe E, messieurs. On va refermer un tout petit peu cette page des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera en 2017. Coach, vous aurez rêvé être entraîneur des Panthères en 2017, oui ou non? Écoutez, je crois que toute personne, surtout tout entraîneur, aimerait être à la tête d'une sélection nationale qui plus est de son pays. C'est tout un honneur et puis ça permet aussi de pouvoir prouver un peu qu'on peut défendre valablement les couleurs de son pays. Parfait, vous saviez que le tirage c'est le 19 octobre, ce sera à Libreville. Vous y serez avec nous, ça va? Vous aurez l'exclusivité juste à côté de nous. Non, on verra tous ensemble. Avec vous, j'ai pas de problème. Ah oui, d'accord. Pour l'organisation, j'ai jamais été convié, donc j'ai pas de soucis. Au plateau ici, je serai toujours présent à chaque fois où vous me Est-ce que ça vous a inquiété ce match des Panthères justement contre le Maroc? Est-ce que ça vous inquiète pour la suite, pour la CAN? On est à moins de 100 jours, 96 jours seulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Y a-t-il de l'inquiétude pour la grande compétition que tous les Gabonais attendent? Non, au contraire. J'ai été, dès la nomination de la reconduction de Georges au poste de sélectionneur, je l'ai dit aussi, pour moi j'ai confiance. Alors, mais la seule chose dont je demande un peu, c'est que tous les Gabonais, l'histoire de la CAN ne concerne pas que les joueurs. La CAN, c'est tout le peuple. Mais que tout le monde, maintenant, la CAN est là, elle est à nous, que tout le monde se mette vraiment pour l'équipe nationale et que tout le monde se mette derrière l'équipe nationale. C'est ce qu'on a besoin maintenant. Ce n'est pas des petits critiques, des petits trucs. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je pense que l'équipe nationale en ce moment a besoin d'autre chose. Et c'est ce soutien dont on a besoin. C'est quoi cette autre chose, coach, pour que le Gabon franchisse un vrai beau cap pendant cette Coupe d'Afrique des Nations et que l'on aille au moins en demi-finale, sinon en finale de notre CAN? Bon, je pense que la première chose à faire, c'est les autorités ont déjà donné leur confiance aux sélectionneurs et aux joueurs. Ce qu'il y a eu à faire maintenant, c'est qu'il y ait vraiment cette symbiose et cette harmonie entre les autorités, l'équipe et le public. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment cette communion et cette communion qui fait vraiment la force de la sélection nationale. Et on espère qu'il y aura le stade Omnisport parce que parfait, il tient énormément à ce stade. Ah, c'est notre stade par bonheur. Ah, oui. Vous y rêvez? Ah oui. Et on espère qu'il est sorti. Je peux louper tous les matchs de la CAN des autres stades, mais de Omnisport, jamais, parce qu'il faut que je le revoie. C'est génial. Messieurs, on se dirige vers la fin de cette émission. On a donc un petit cadeau pour vous, un petit quiz très rapidement, messieurs. Donc vous répondrez rapidement. Si vous avez la question, vous répondez. Sinon, vous passez très rapidement. Première question, coach. On a M. Mourounou contre Parfait Ndong. En quelle année le Gabon a-t-il perdu pour la première fois, pour la dernière fois contre le Maroc, messieurs? En quelle année le Gabon a-t-il perdu un match officiel pour la dernière fois contre le Maroc? Je pense que c'était en 98. Hein. 1998. Ça fait donc 18 ans que l'on n'a pas perdu un seul match contre le Maroc. Ouais. Ça va? Ouais. Bonne réponse. C'est la bonne réponse. Deuxième question. Contre quelle équipe Aubameyang a-t-il inscrit son premier but avec les Panthères? Contre quelle équipe? Le Maroc. Maroc. Au Maroc. Un but partout. Ça fait un partout entre le coach et puis Parfait Ndong. Troisième question. Quel joueur a inscrit le tout premier but du Gabon en phase finale d'une CAN, messieurs? Ça, c'est moi qui réponds? Oui. Ah oui, je pense pas. Vous répondez en premier, celui qui a réponse. Plus Makaya ou Ginzeng, comme ça, je crois. C'est quoi la bonne réponse là? Moi, je pense que je dirais Guy. Ginzeng. Vous avez tâtonné et c'est lui qui a la réponse. Ça fait 2 buts à 1. Quel est le nom du seul entraîneur ayant remporté un trophée continental avec le Gabon, messieurs? Monsieur Mbourounou Claude. Génial, 3 buts à 1. Mais ouais, voilà, Parfait donc a gagné le duel. Messieurs, je voudrais vous dire merci d'être venus. On se retrouve peut-être pour le tirage au sort le 19 octobre prochain. Vous avez un souhait. On sait qu'on n'aura pas la Côte d'Ivoire, on n'aura pas l'Algérie, on n'aura pas le Ghana. Vous espérez que le Gabon soit dans une poule plutôt pas mal, non? Peu importe la poule. Peu importe. Voilà.
L'essentiel, c'est que les Panthères soient bien logés et qu'ils fassent preuve de caractère. Mesdames, messieurs, merci encore une fois. Merci à vous. Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. Football Plaisir, on se retrouve très prochainement sur les antennes de Gabon 24 avec, bien entendu, plus de bonheur de vivre le football. Ciao. C'est la passion, on est tous des fous.